Les États-Unis se divisent en trois grandes régions. Première région, ce que l'on appelle ici la Manufacturing Belt. Cette Manufacturing Belt, c'est la zone industrielle, c'était la grande zone industrielle. Actuellement, elle connaît quand même beaucoup de difficultés, mais elle n'en reste pas moins un point important du territoire parce que non seulement elle comprend des grandes villes industrielles, mais aussi une façade avec la mégalopole. Puis la seconde région, ici, la diagonale. La diagonale, c'est ce qui comporte au centre les grandes rocheuses, les montagnes, puis ici des grandes plaines agricoles et une dernière partie ici avec le vieux sud américain. Dernière zone, et la zone la plus active, c'est la Sun Belt, la ceinture du soleil. Cette Sun Belt est la région la plus moderne, celle qui se développe le plus, et donc l'une des plus importantes à étudier. Avant d'étudier chaque région en particulier, il serait intéressant de voir ce que l'on va trouver dans le sous-sol, car très souvent, ce qui est dans le sous-sol a permis de créer les premières activités économiques. Donc, voyons tout d'abord le charbon. Le charbon que l'on trouve ici dans les Appalaches et qui en fait sont des mines anciennes. Elles n'ont plus un grand intérêt maintenant, mais elles vont expliquer en grande partie la localisation de l'industrie dans la zone de la manufacturing belt, parce que une bonne partie de ce charbon se trouvait donc à proximité des grandes villes de la manufacturing belt, et comme ces villes de la manufacturing belt se trouvaient aussi à proximité des grands lacs, il était possible d'exporter les produits. Deuxième élément important du sous-sol, ce sont les minerais. Ces minerais, on en voit encore un, c'est le fer, qui se trouve dans la manufacturing belt. Et la présence de charbon et de fer va expliquer toutes les industries liées à la sidérurgie, à la métallurgie, à la mécanique dans la manufacturing belt. Mais on voit qu'en fait, c'est essentiellement la diagonale qui a les plus importantes sources de minerais. En fait, ces sources de minerais se trouvent essentiellement dans les montagnes rocheuses et donc ce sont des éléments qui ne vont pas pouvoir créer de l'activité sur place parce que avec les montagnes rocheuses, il y a des problèmes évidemment de transport. Mais la seule grande ville est donc Denver. Dernière partie dans le sous-sol que l'on peut étudier, c'est le pétrole. Le pétrole est essentiellement localisé dans cette zone, c'est-à-dire d'une part au Texas, ce sont les parties les plus anciennes, ce sont les exploitations les plus anciennes, et d'autre part le pétrole offshore dans le golfe du Mexique, qui là est de plus en plus important. Donc toute cette zone du Texas va être une zone qui va développer des activités à partir du pétrole. On en voit un peu du côté de Los Angeles, mais c'est moins important. Donc on voit que le sous-sol va jouer un rôle, y compris dans la dernière des zones, qui est la zone de la Sun Belt, où c'est quand même moins important parce qu'il y a d'autres activités, mais le sous-sol a joué son rôle. Donc l'importance du sous-sol explique au moins une grande partie des activités industrielles dans les trois grandes zones des États-Unis. La Manufacturing Belt est une région qui a de nombreux atouts. Ceux-ci peuvent être naturels, mais encore humains, en fait surtout économiques. C'est la région la plus ancienne au point de vue industriel. Nous verrons les différents types d'activités qui existent et les différentes périodes pendant lesquelles ça s'est passé. Puis nous étudierons la ville globale de Chicago. Il y a aussi la mégalopolis, avec ses caractéristiques particulières, et les mégalopoles de New York, Washington et Boston.
Cette région de la Manufacturing Belt a de très nombreux avantages naturels. D'abord, c'est une grande plaine. Ensuite, elle est bordée, comme nous l'avons vu, des grands lacs. Ces grands lacs sont une véritable mer intérieure et permettent donc d'exporter par bateau une grande partie de la production locale. Ensuite, les fleuves canalisés, c'est en fait toute l'artère Mississippi-Missouri qui est canalisée et qui permet d'envoyer l'autre partie de la production locale vers les grandes plaines et vers le sud du côté du Texas, par exemple. Donc, des voies maritimes extrêmement importantes. Il y a aussi la façade maritime qui, avec ces grandes villes de la mégalopole, qui sont aussi de grands ports, va permettre une autre exportation. Donc des possibilités d'exportation importantes. Or, nous avons vu que dans cette région, puisqu'il y avait le charbon et le fer, il y avait la possibilité de faire de la sidérurgie, de la mécanique, de l'automobile. La grande ville de l'automobile, c'est Détroit. Et cette ville, c'est d'abord la ville de Ford, mais en fait, l'automobile et puis tout ce qui touche à l'automobile, c'est réparti aussi tout autour de cette région. Donc, on voit que grâce au sous-sol, il y a possibilité de production lourde, importante, de mécanique, de sidérurgie, d'automobile, etc., qui peuvent être exportées extrêmement facilement. Voyons maintenant ceci sous forme d'un croquis. Un croquis comme on peut en faire dans les dissertations, par exemple. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit cette zone de la Manufacturing Belt avec les grands lacs, la mégalopolis et puis l'artère Mississippi-Missouri avec un de ses affluents, l'Ohio. Je voudrais réexpliquer rapidement ces histoires d'exportation. Dans la Manufacturing Belt, donc, on fabrique par exemple les voitures. Celles-ci peuvent être exportées grâce aux grands lacs qui ont donc des grands ports vers l'Atlantique. On peut aussi exporter à travers la mégalopolis où la plupart des grandes villes sont aussi des ports vers l'Atlantique, donc vers l'Europe. Et puis, il y a la possibilité, grâce à des canaux, de rejoindre l'artère Mississippi-Missouri, de descendre ainsi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Là, on peut exporter vers l'Amérique latine. Il existe aussi des avantages humains. Par exemple, l'importance de la population locale, une population dense, généralement bien formée, avec une ville de la côte et la ville de Chicago, et donc ces mégalopoles sont des centres de consommation extrêmement importants. Et donc localement, il y a une demande qui peut correspondre à la production qui est faite dans cette zone. Il y a dans cette région aussi les plus grandes universités. Il y a le MIT, il y a Harvard, il y a des technopoles, c'est-à-dire des centres qui allient recherche et université. Et deux grandes technopoles se trouvent là, celle de Ann Arbor d'une part, et puis celle qui est liée avec Harvard et le MIT. Donc, la possibilité d'avoir des innovations aussi, des dirigeants, des ingénieurs, etc., formés sur place et donc facilement utilisables sur place. Les avantages économiques sont tout aussi importants. Tout d'abord, grâce à ce qu'il y a dans le sous-sol, nous l'avons vu, c'est le berceau de l'industrie américaine. C'est là que tout a commencé. Cela a donc donné un avantage à une population formée à l'industrie. Ensuite, il y a dans les grandes mégalopoles un secteur tertiaire très développé qui est en grande partie un secteur tertiaire qui aide les entreprises, publicité, marketing, etc. Il y a d'énormes entreprises. Et puis, il y a, nous l'avons vu, une infrastructure au niveau des ports, au niveau des autoroutes, au niveau des routes, au niveau des fleuves canalisés qui fait que tout ce qui est transport y est facile. Et à l'intérieur de la Manufacturing Belt existe une très grande ville globale qui est Chicago.
Chicago, c'est d'abord le grand centre de l'industrie agroalimentaire liée aux grandes plaines qui sont juste au sud, mais c'est aussi une grande ville pour la bourse, non seulement les bourses de matières premières, mais aussi la bourse des actions et des obligations, évidemment, mais en plus une bourse de dérivés, c'est-à-dire de tous ces produits modernes que fabrique l'industrie financière. Ça a été la première grande bourse pour les dérivés sur lesquels beaucoup ont spéculé, et donc une zone où il y a aussi des banques, des assurances, de la finance, et une ville extrêmement importante. La Manufacturing Belt est donc le grand centre industriel le plus ancien, c'est le berceau de l'industrie, nous l'avons vu, c'est essentiellement une industrie lourde, une industrie mécanique, mais elle a connu des périodes de très grand développement. Dans les années 60, c'était vraiment la zone industrielle des États-Unis, jusque dans les années 70, où le dynamisme était très fort, où Ford, General Motors, Chrysler dominaient l'industrie américaine, et puis il y a eu les années 80. Et les années 80 ont marqué une crise extrêmement importante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu la concurrence de ce qu'on appelait les NPI, les nouveaux pays industrialisés, essentiellement les pays d'Asie, qui se sont mis à produire ce que faisait cette manufacturing belt, c'est-à-dire d'abord la sidérurgie, puis toutes les pièces mécaniques, puis les voitures elles-mêmes. Et donc cette concurrence, elle était d'autant plus importante que, bien évidemment, la main-d'œuvre de ces pays d'Asie était beaucoup moins chère. Il aurait fallu à ce moment-là que les industries de cette manufacturing belt fassent de l'innovation extrêmement importante. Or, la plupart ont sauté cette étape, l'innovation n'est pas venue tout de suite, et le résultat, c'est que ces entreprises se sont retrouvées les unes après les autres en faillite, en commençant par la sidérurgie. Et le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé dans une zone qui, au lieu de s'appeler manufacturing belt, on a fini par l'appeler Rust Belt, c'est-à-dire la zone de la rouille. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des friches industrielles, c'est-à-dire des grandes usines qui sont abandonnées parce qu'elles ne sont plus du tout valables et elles ont fait faillite. Et ces années 80 ont été vraiment des années extrêmement dures pour cette zone. Et pendant ces années 80, c'est la Sun Belt au sud qui a repris le flambeau de l'industrie. Puis il y a eu les années 90 avec un effort dans l'innovation. Et puis aussi dans la diversification, parce qu'on ne peut pas tout faire reposer sur la sidérurgie et l'automobile. Donc il y a eu des diversifications, il y a eu plus d'industries liées à l'informatique, et donc progressivement certaines zones ont réussi à s'en sortir, mais finalement encore maintenant il y a des hauts et des bas, et ces bas sont parfois très forts, puisqu'on a vu que pendant la crise de 2008 General Motors a même fait faillite. Bon, donc et si les autres ont tenu, et si General Motors est en train de se remettre, eh bien c'est en grande partie avec l'aide de l'État. Donc on voit là une zone qui est fragile, mais qui essaye de continuer à rester la grande zone industrielle, avec beaucoup de difficultés, un taux de chômage qui est important, une population qui n'est pas toujours formée à ces innovations, et donc quand même une zone à problème. Il faut relier à cette manufacturing belt la mégalopolis. Cette mégalopolis, qui regroupe plusieurs mégapoles, est donc une zone de grandes villes qui se succèdent les unes après les autres. Faisons bien attention à la différence entre mégalopolis, qui est toute une région englobant des mégapoles, c'est-à-dire des grandes villes. Quelles sont ces grandes villes ? D'abord, il y a Boston, au nord. Boston, c'est surtout la grande ville de la recherche, de la culture, des universités. Puis ensuite vient New York, est le premier centre économique, financier, avec Wall Street,
diplomatique avec l'ONU, culturel. Et donc, en fait, on voit que tous les éléments de la puissance des États-Unis sont concentrés dans cette ville, qui est donc la capitale, non pas la capitale officielle, mais disons la capitale économique des États-Unis. C'est une ville très cosmopolite où la moitié des habitants sont des minorités. Alors il y a évidemment les Noirs, les Hispaniques, mais aussi toutes sortes d'autres minorités qui se retrouvent dans cette ville très multiculturelle et qui fait aussi la force de cette ville parce que justement c'est une population qui veut réussir, qui veut gagner de l'argent, etc. et donc qui est prête à s'investir à fond dans l'économie. Quant à Washington, la capitale, c'est d'abord la capitale parce que là réside le président. Le président réside à la Maison-Blanche. Il y a aussi le Congrès qui est au Capitole. Il y a le FMI, donc en fait la finance mondiale, puisqu'il y a aussi la Banque mondiale qui finance plus particulièrement les pays du tiers-monde. C'est aussi une capitale militaire parce qu'il y a le Pentagone qui n'est pas loin. Donc on voit aussi l'importance de Washington. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les deux autres régions, la Diagonale et la Sunbelt.